Hello les Itata, ravi de vous retrouver pour un nouveau parcours de vie. Celui que je reçois aujourd'hui est l'un des plus jeunes invités de Césafeno. Pourtant, à 34 ans, il a déjà créé plusieurs entreprises. Il est même revenu au pays spécialement pour ça, à l'heure où d'autres préfèrent engranger de l'expérience ailleurs avant de rentrer en Martinique. Ce parcours entrepreneurial précoce attire forcément l'attention et nous aussi, donc à Césafeno, nous avons voulu savoir ce qui le fait courir. Bonsoir Alain Abatussi. Bonsoir. Ravi de te recevoir. Merci pour l'invitation. Un jeune qui, depuis quasiment une dizaine d'années, n'arrête pas de créer. C'est ça, exactement. Depuis 10 ans que je suis revenu en Martinique. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qui te fait courir? C'est un petit peu la question que je posais dans l'introduction. Qu'est-ce qui me fait courir? Oui. C'est vaste comme question. Qu'est-ce qui me fait courir? L'entrepreneuriat en tant que tel, c'est jamais linéaire. Il n'y a jamais de routine. Donc, l'entrepreneuriat en général qui me fait courir. Alors, ceux que je reçois en général ont largement dépassé la quarantaine, histoire d'avoir suffisamment de choses à raconter. Toi, donc à 34 ans, tu as déjà eu une première vie, on peut le dire, une première vie d'entrepreneur. Première tranche, c'est ça, Première tout à fait. tranche. C'est ça, oui. Première tranche, tout à fait, mais on va développer plus en détail. Mais effectivement, quand j'ai commencé, c'était à la fin de mes études, à 24 ans, que j'ai commencé dans l'entrepreneuriat. Bien avant, j'ai eu l'occasion de faire un petit peu de développement personnel, d'avoir des petits jobs, des petites choses qui m'ont mis le pied à l'étrier. Ouais. Mais depuis quelques années, je découvre vraiment qu'est-ce que l'entrepreneuriat, le vrai. Alors, on va justement revoir ton parcours entrepreneurial avec toi tout à l'heure, mais on va commencer par faire connaissance avec l'homme, Alain Abatussi, dans notre rubrique Kimounouye. Alors, Alain Abatussi, si tu devais résumer un petit peu ta personnalité en 3 ou 4 mots, qu'est-ce que tu dirais? En 3 ou 4 mots. Alors, ma personnalité, premièrement, introverti, ça n'a pas l'air, Ouais, mais ça se voit pas. je suis quelqu'un d'introverti, quelqu'un aussi qui ne... Alors, quand j'étais plus jeune, on me disait que j'étais quelqu'un d'assez têtu. Dans l'entrepreneuriat, ça va aussi être une force parce qu'on a besoin de résilience. Donc, je suis quelqu'un qui, quand il a une idée en tête, il va jusqu'à la fin. Même si ça ne fonctionne pas, mais en tout cas, il va à la fin pour voir jusqu'où cette chose peut l'emmener. Me définir aussi quelqu'un de calme et réservé. Ça, c'est ma personnalité. Alors, on va retrouver le petit Alan. C'était en 1991, il n'y a pas très longtemps finalement, dans les bras de sa maman. C'est ça, tout à fait. Je suis né en novembre 1991 à la clinique Sainte-Marie. Et ouais, ça, c'est de l'émotion, quoi. De l'émotion quand je revois toujours cette photo-là. Enfant unique du côté maternel. J'ai également une sœur qui est arrivée plus tard dans ma vie, du côté paternel. Qu'on va découvrir tout à l'heure. C'est ça, tout à fait. 1991, tu es né un petit peu avec l'explosion de l'informatique, mais tu ne le savais pas encore. Alors là, c'est sûr que je ne le savais pas du tout et c'était pas du tout un domaine de prédilection. Pas du tout un domaine de prédilection car jusqu'à il y a peut-être 15 ans, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire dans ma vie, donc absolument pas conscient de tout cela. La vie nous réserve pas mal de surprises. Alors, on va te retrouver quelques mois plus tard, quelques mois après cette photo, où tu commences à ramper un tout petit peu. C'est ça, un tout petit peu. Là, de mémoire, cette photo, j'avais 3 mois. 3 mois, je commençais à faire mes premiers pas, le sourire aux lèvres, pas encore dedans. Cette photo, je crois qu'elle a été prise par, à Fort-de-France. J'ai toujours été un faux-y-aller jusqu'à mes 30 ans. J'ai vécu à Fort-de-France cette première tranche de ma vie. J'ai habité de mémoire, c'était près de la cour Périnon. C'était à Fort-de-France. Ah oui, en plein centre-ville, quoi. Plein Un vrai faux-y-aller du un centre-ville. vrai faux-y-aller du centre-ville. Et ensuite, après, ma mère a déménagé quand j'avais 1 an, plus loin, mais toujours dans le centre-ville, à la cité de la Mélan. On n'a pas de photo du petit garçon plus grand, mais quel souvenir tu gardes justement de cette enfance? Une enfance remplie d'amour, remplie de... On a un cocon familial
qui est très jovial dans la famille. Je suis le dernier de la dernière. Alors, ma grand-mère, elle a eu 11 enfants. Mhm. 11 enfants, beaucoup plus de, de femmes que d'hommes. Euh, et ma mère, ça veut être la dernière de ses enfants. Et Mhm. du coup, moi, par ricochet, je suis le dernier de, de la famille. Donc, j'ai grandi avec des grands cousins et des grandes cousines avec qui on avait énormément d'épanouissement. Sous ce côté familial, au niveau de la famille, côté maternel, on était toujours très proches jusqu'à maintenant. Côté paternel également, mais c'est vrai que je restais davantage avec la famille côté maternel. Alors, tu as parlé de ton papa, on va te retrouver ben, avec ta sœur d'ailleurs sur cette photo. C'est ça, tout à fait. Je me rends compte que la barbe commence à pousser. Tout Elle, à fait. elle date de combien de temps cette photo? Alors, Elle est cette assez photo récente. récente, waouh, non, elle date quand même. Ouais, je me calque plus sur le visage de ma sœur. Cette photo-là date peut-être de 5 ans. De Mhm. 5 ans ou ouais, 2020, voire Mhm. limite 2019, donc un bon 5. J'avais moins de 30 ans, tout simplement. Mhm. J'avais moins de Mhm. 30 ans. Et on était sous la savane des pétrifications, il me semble. On fait la randonnée. Mon père a toujours fait du sport, surtout de la marche. Ça, c'est Mhm. un grand marathonien. Il a toujours fait de la marche. Et lors de ma vie, quand j'étais plus jeune, il faut savoir que j'ai fait 7 ans de triathlon. Ah oui. J'ai Mhm. fait du triathlon de 7 ans à 14 ans. Donc le triathlon, c'est la course à pied. Oui. Alors, d'abord la natation, le vélo et ensuite la course à pied. J'ai fait ça à Shellshire, Mhm. comme de Shellshire. J'ai fait une année de cyclisme également. Grand sportif très Et tôt alors. ouais, grand sportif très tôt. Plus pour le moment, mais à l'époque, oui, j'ai fait énormément de Mhm. sport. J'ai commencé une mémoire avec le judo. Ça m'a pas plu plus que ça. Et après, je me suis découvert une passion pour le vélo Mhm. et la course à pied. Et ensuite la natation. Donc du coup, le mix des trois, c'était le triathlon. Et c'est comme ça que sous le mentor, on va dire, de mon Mhm. père, je le voyais tous les dimanches, il partait faire des randonnées de Mhm. plusieurs kilomètres. Donc pour moi, ça a été entre guillemets un leitmotiv pour pouvoir Oui. faire du sport. Maintenant, le triathlon, c'est à la télé. Le triathlon, c'est à la télé. Le triathlon, c'est à la télé, on a un petit peu moins de temps, mais Oui. on fait une petite course dans le lotissement ou en plein air. Ouais. Et les randonnées le dimanche avec des amis, bien entendu. Et donc ta sœur, beaucoup plus jeune que toi? Ma sœur, plus jeune que moi, on a 12 ans d'écart. Elle est née en 2003, en juin 2020, en juin 2023. 2003. 2003, pardon, en juin 2003. Et une sœur que je considère même pas comme demi-sœur, c'est ma sœur tout Mhm. simplement, que j'ai vu grandir, que j'ai accompagné dans toutes les étapes de sa vie, qui aujourd'hui, mais du coup, a monté deux. Elle est auto-entrepreneur, mais elle a deux Ouais. entreprises, donc On du va vous coup, retrouver d'ailleurs sur la photo suivante ensemble. On voit la complicité, effectivement. c'est ça. C'est ça. Et donc, du coup, je pense que mon parcours l'a un petit peu orienté dans ses choix de vie, puisque même aujourd'hui, elle a 20, 21 ans, 22 ans. Euh, le fait qu'elle ait construit aussi deux marques distinctes, Mhm. je pense que son grand frère dans l'entrepreneuriat l'a poussé un petit peu sur ce chemin-là. Elle crée dans quel domaine? Alors, elle a une marque de lunettes principalement solaires. Ok. Et également, elle est maquilleuse Mhm. professionnelle pour tout type d'événements, Ok. mariage, tout. Voilà. Alors on en revient à toi, Alan, avec cette photo du lycée de Bellevue, où tu as fait, je pense, ta scolarité secondaire. Tout à fait. Tout à fait. Le lycée de Bellevue et que des souvenirs, des bons. Parce que c'est la meilleure partie de ma vie, je l'ai vécu, en tout cas de l'adolescence, je l'ai vécu au lycée de Bellevue. Il y a eu, alors, pour mon parcours, j'ai fait l'école primaire à l'école de la maîtrise à Mhm. Fort-de-France. Ensuite, je l'ai poursuivi à Julia-Nicolas, toujours à Mhm. Fort-de-France. Et au final, j'ai terminé également au lycée de Bellevue, toujours à Fort-de-France. À ce moment-là, quand tu arrives au lycée de Bellevue, tu as déjà une idée claire de ce que tu veux faire? Absolument Non. pas. Absolument pas. Et franchement, jusqu'à mes 20 ans, je savais absolument Mhm. pas qu'est-ce que je voulais faire. Donc, j'ai eu un parcours euh, standard, une seconde générale. Alors maintenant, ça a beaucoup changé les cursus et les programmes, mais j'ai fait une seconde générale.
Ensuite, je suis allé en première et terminale STG, Sciences et techniques de gestion, si je me rappelle, c'était bien ça, avec une option communication et gestion des ressources humaines. Et je n'ai pas de profil scientifique, je ne suis pas quelqu'un qui est matheux. Alors, je vais comprendre les chiffres vite fait, mais pas avoir une attirance particulière sur les mathématiques. La littérature, un peu moins. Et le côté économique et social, ça ne me correspondait pas. En fait, je me cherchais. Je ne savais pas du tout où me placer. Donc, du coup, j'ai pris la voie de STG en voie entre guillemets de secours. Alors, on va te retrouver avec quelqu'un qui partage ta vie aujourd'hui, mais à l'époque, là, vous étiez au Canada, c'est ça? Alors, pour la petite histoire, là, tout à fait, cette photo-là a été prise en 2013, alors plus précisément à Québec. C'était un réveillon, donc le 31 décembre 2013, du coup. C'était à Québec. Et pour la petite histoire, Priska, qui est ma femme, on est mariés, on a fait l'école primaire ensemble à la maîtrise. Ah oui. Donc, en fait, on se connaît depuis petit. On se connaît depuis petit et logiquement, à l'époque, il n'y avait pas de moyen de conserver le contact, donc j'étais son amoureux de l'époque. C'était ça, c'est ça la véritable histoire. J'étais son amoureux de l'époque, des écoles primaires. Et chacun a fait son cursus scolaire, lycée et également collège. Sans forcément vous revoir. Non, sans se revoir, sans se revoir. Donc chacun a fait ses affaires. Et au final, on s'est retrouvés grâce aux réseaux sociaux en terminale. En terminale, peu avant le bac. L'année du bac, en tout cas, on s'est retrouvés sur les réseaux sociaux. Et voilà, ça. Ça s'appelle le destin, ça? Ça s'appelle le destin, ça a matché. Et vous êtes partis au Canada ensemble? Et voilà, on est partis au Canada ensemble. Alors, pas tout de suite, parce qu'après le BTS, on a poursuivi nos études en Martinique, à la MEP. On va en reparler tout à l'heure. À la MEP, et ensuite, c'était son idée de partir au Canada, parce que c'était un Eldorado. Jusqu'à maintenant, c'est un Eldorado, tout le monde parle de la France et consorts, mais du coup, le Canada, c'était quelque chose qui l'intéressait. Moi, pareillement, j'ai dit, tiens, ça va me permettre de découvrir un petit peu le monde. Je vrai que j'avais énormément Enfin, j'ai de la famille, forcément, et des amis qui sont partis faire leurs études en France, mais j'avais un cousin à l'époque qui était au Canada. Donc, je savais que j'avais un petit peu de famille. Donc, on a testé le Canada et franchement, ça a été révélateur. On va aller plus en détail, mais ça a vraiment été révélateur. On va en reparler largement dans la deuxième partie de l'émission. Avant de terminer cette première partie Kimunoi, on va parler de développement personnel parce que c'est quelque chose qui t'a construit aussi. Et on va voir la couverture de ce livre qui a été important pour toi. C'est ça. Le secret et la magie de Rhonda Byrne. Alors, le développement personnel, j'ai été initié à cela sur ma deuxième année de BTS par mon professeur qui, avant les examens, nous faisait une préparation mentale. Un peu comme les sportifs qui se visualisaient la réussite. Donc, du coup, à marquer sur un bout de papier, j'aurai mon BTS, se visualiser devant le tableau des résultats, etc., devant le site avec la mention admis, etc. Donc, ça y est, mon professeur de BTS qui m'a initié au développement personnel, au début, dans la classe, c'était un petit peu mystique. C'était un petit peu mystique parce que c'est du développement personnel. On n'était pas réceptif. Sincèrement, on n'était pas réceptif. Donc, du coup, elle a fait un deuxième essai vraiment 2 mois avant les examens. Et là, on était plus réceptif. On était un peu plus mature. Ça a matché, quoi. On était un peu plus mature. Et du coup, c'est là que j'ai découvert le développement personnel qui m'accompagne jusqu'à maintenant. Et tu as choisi l'extrait de ce livre, justement. Alors, est-ce que le choix de ce paragraphe est important? Alors, ce paragraphe-là, je l'ai sorti de mon compte Instagram, car il est là toujours, et parce que ça me parle énormément. Parce qu'en en fait, alors je ne vais pas lire en tout, mais en fait, pour moi, les personnes qui sortent, alors j'allais dire en anglais, mais qui sortent de la boîte, qui sont un petit peu pris comme des marginaux, qui innovent, souvent on les prend pour des fous. Ceux qui sont différents. Voilà, ceux qui sont différents. En général, on les prend pour des fous, alors qu'ils apportent quelque chose de nouveau. On n'a pas forcément... les personnes dites lambda ne vont pas forcément voir l'innovation ou voir jusqu'où la personne va aller, en tout cas la vision. Et c'est au fur et à mesure
quand on voit les résultats, on se dit, ah ben oui, ça faisait du sens, c'était logique. Et la majorité des entrepreneurs, quand ils ont commencé, mais forcément, il n'y a que eux qui croyaient à cette Il faut être un vision-là. petit peu fou, quoi, c'est ça. Mais pour entreprendre, clairement, il faut être fou. Mm. Faut être fou. Ouais. Et entreprendre, c'est avoir un petit grain de folie parce qu'en fait, on croit en quelque chose qui n'existe pas et on le crée. Mm. Donc, je me reconnais totalement dans ce paragraphe-là. Alors, on va voir comment, justement, tu y as cru et comment tu l'as créé. C'est la rubrique Matinique. Alors, tu en as parlé tout à l'heure. La MEP, ça a été en fait la passerelle vers les études supérieures pour toi. On Tout va à fait. te retrouver devant. Alors, c'est une photo plus Récente. récente, voilà. C'est photo Mais récente. voilà, mais c'est un moyen effectivement de nous rappeler un petit peu ton parcours à la MEP. Tout à fait. C'est une photo récente. Alors, cette photo-là a été prise parce que je fais des interventions. J'ai eu l'occasion de faire des interventions. Souvent, ils me rappellent, en tant qu'ancien élève, pour faire des interventions, soit dans des classes ou soit dans l'amphithéâtre, pour justement partager mon parcours et aussi orienter, on va dire, les jeunes dans leur parcours scolaire. Oui, parce qu'aujourd'hui, tu es devenu un modèle en tant que chef d'entreprise, Oui. jeune chef d'entreprise. On va dire ça comme ça, c'est ce que les gens disent, on va dire ça comme ça. Et donc, du coup, la MEP, alors, c'est aussi un remerciement parce que la MEP, faut savoir, moi, j'ai pas été un élève studieux. J'ai toujours eu la moyenne. J'ai toujours eu la moyenne. Et ma première année de BTS, j'ai redoublé. Ma première année de BTS, je l'ai redoublé. Et franchement, ça a été une bénédiction parce que la deuxième année, c'est là que j'ai rencontré mon professeur, Madame Tissot, qui exerce toujours et avec laquelle je fais des interventions dans sa classe, qui a été un excellent professeur, très pédagogue, et qui m'a accompagné pendant ces 2 années. C'était quel BTS? BTS MUC, Management des unités commerciales. Pendant ces 2 années, parce que moi, souvent, j'étais au fond de la classe. Et elle repère vite entre guillemets, les potentiels et elle avait formé des binômes. Donc, au bout de peut-être 2 ou 3 mois, quand elle connaît sa classe, elle a fait des binômes et elle m'a mis exactement devant son bureau, donc tout devant. Ouais. Donc, et franchement, ça a vraiment porté ses fruits. On était vraiment en binôme, un gars, une fille. Bon, dans la mesure du possible, il y avait plus de garçons que de filles, mais il y avait des binômes d'hommes et des binômes de filles. En tout cas, c'était toujours des binômes hommes. Une autre rencontre que tu as faite à la MEP, c'est quelqu'un de très connu, que j'ai d'ailleurs reçu il n'y a pas très longtemps ici, Paille Yoni Alpha. Monsieur Alpha, comme on l'appelait. Alors, justement, mon professeur, je l'ai eu au début et elle est partie en congé maternité, donc c'est ensuite Monsieur Alpha, donc je ne vais pas l'appeler Yoni, mais en tout cas Monsieur Alpha qui a poursuivi. Et pareil. Donc il intervenait en communication. En communication et en management, tout à fait. Et Paille qui a suivi vraiment la méthodologie du professeur qu'on avait, Madame Tissot. Et je crois qu'on était sa première classe. On était sa première classe. Et franchement, je vais parler en tant que jeune, il a fait le taf. Il a assuré, quoi. Il a assuré. Il a vraiment assuré. On était sa première promo. On était toutes, alors sincèrement, on était contents d'avoir un jeune professeur. On va pas se mentir, à l'époque, en 2000, alors ça remonte, c'est en 2010, cette période-là, on était contents, c'était un jeune Oui, professeur. parce que lui, il a à peine 6 ans de plus que toi, il doit avoir 40 ans à peu près aujourd'hui. Ah, je ne connais pas son âge, mais on reste des jeunes. Et je me rappelle qu'on était vraiment contents de l'avoir parce que c'était Paille, et on était dans la classe de Paille. Et ça, c'est important pour retenir votre attention, pour capter votre attention et vous intéresser en fait à ce qu'il vous enseignait en fait. Le fait d'avoir quelqu'un de plus jeune. En fait, il savait nous parler. Il parlait notre langage et clairement, il avait pas son chat pour bas quoi, donc il savait vraiment la distinction entre. Lui-même, il le disait, la semaine, il était professeur et peut-être le vendredi soir ou le samedi soir, il faisait ses showcases ou il partait en France sur ses showcases et il revenait. Donc, il n'y avait aucune distinction entre l'homme artiste et l'homme professeur. Et franchement, c'était tout à son honneur pour lui de nous transmettre son savoir. Alors, on connaît les discours de Paille, de Yoni, il a un langage avec des adjectifs et des adverbes qu'il utilise souvent.
Il a aussi une Mais approche de chef d'entreprise, puisque lui-même, il dirige son entreprise musicale. voilà, Et c'est puis, il a ça. aussi créé la Bourse Paille. Donc, il a une C'est sensibilité à ça. l'entrepreneuriat qui est Voilà. importante. Maintenant, à l'époque, c'était pas forcément aussi prononcé, Mm. mais en tout cas, il nous a transmis en tout cas énormément de Mm. savoir-faire. Il nous a partagé, on a été d'ailleurs dans ses clips et dans ses showcases, il nous a donné beaucoup Mm. de satisfaction et beaucoup de... On ouvre la séquence Canada avec une première photo. Donc, 3 ans à la MEP, et puis ensuite, départ pour le Canada avec ta chérie. Tout à fait, avec Priska. Alors ça, c'était la résidence universitaire. On est- Très moderne, hein. Pour l'époque, oui, très Mhm. moderne. C'était vraiment bien. Alors, elle était juste en face, elle l'est toujours, en face de l'université. Mhm. Alors, le Canada qui est très vaste. Alors, moi, là où j'ai étudié, c'est à l'UQTR, l'Université du Québec à Trois-Rivières. Trois-Rivières, ça nous rappelle quelque chose, mais Ça nous ça n'a rappelle rien à quelque voir. chose, Ouais. ça n'a rien à voir, mais qui est situé à 1h30 de Montréal, donc plus au nord de Mhm. Montréal, et plus au sud de Québec, qui est la capitale, du coup, Mhm. la province du Oui, oui. Québec. Et la résidence universitaire, on était en colocation, donc on était à 4. Mhm. Moi, j'étais avec On va te retrouver justement sur voilà, l'Université du Québec Voilà, à c'est ça. Trois-Rivières. Voilà, exactement, l'UQTR. Donc, nous étions en colocation avec une Québécoise, ma chérie de l'époque, puis Mhm. qui l'est toujours, et également avec un Marocain qui partageait notre colocation. Donc, c'était notre premier en colocation, avec des bonnes comme des mauvaises Mhm. choses. Mais du coup, l'Université du Québec, pourquoi on a choisi, moi, j'ai Mhm. accepté d'être parti au Canada, c'était vraiment pour m'émanciper, sortir du cocon familial. Je suis parti à 21 ou 20, Mhm. non, 21, à 21 ans. Et mais forcément, on est resté dans le cocon familial, etc. Donc là, c'était partir à l'étranger. Mais ça aide quand même de partir avec sa chérie, quoi. Oui, c'est sûr, parce qu'on, dans les deux sens, ça aide Mhm. parce qu'on connaît quelqu'un, Ouais. on sait sur qui s'appuyer, et puis on s'entraide Mhm. surtout pour les études. On Ouais. avait deux cursus différents, on avait des troncs communs ensemble, des cours Mhm. ensemble, mais forcément qu'on Toi, a choisi tu as fait ensemble. quoi alors Moi, comme j'ai pris un formation? On continue cursus, à voir pendant ce temps les photos du Canada. moi, j'ai pris un cursus marketing. Moi, j'ai pris un cursus marketing. Elle a pris, alors, l'intitulé, c'était Administration des affaires avec une spécialité marketing. Mhm. Et elle, pareil, administration des affaires, mais elle avait pris une autre spécialité, je m'en souviens plus. Mhm. Mais elle, ce qu'elle fait, elle a toujours aimé le design. Elle est designer UX maintenant, donc dans son tronc commun, ça a toujours été l'art et le design. Mais toi, tu avais déjà choisi à ce moment-là de te former à la direction d'entreprise, à la gestion d'entreprise. Alors, c'était administration des affaires. Alors, c'était l'intitulé. La spécialité, c'était marketing. Alors oui, on avait des troncs communs, comme par exemple se former à la comptabilité. Les ressources humaines, on Mhm. avait des cours de ressources humaines. Donc oui, il y avait quand même des choses qu'on retrouvait pour, Mhm. entre guillemets, manager une équipe commerciale et gérer une entreprise. Mais ce n'était pas mon souhait. En tout cas, à cette date-là, je n'avais pas forcément l'ambition de devenir entrepreneur. Mhm. Là, j'avais plus une ambition de soit avoir un post marketing ou travailler en banque assurance. Ou, ouais, franchement, Mhm. je me cherchais toujours, mais c'était plus, allez, soit marketing, mais soit on se dirigeait Sur sur de cette la banque photo, assurance. tu es à Trois-Rivières C'est à également? Ah, Montréal. c'est On est sur Montréal. le Mhm. plateau Mont-Royal. C'est à Montréal, c'est la ville de Montréal. Euh, Pareil, c'était en 2012, sous la première année. Et c'est une ville très cosmopolite, Montréal. Une ville qui Tu as est... rencontré d'autres Antillais, Ah, mais bien Antillais-Guyanais, je sûr, mais suppose, les parce qu'il y Antillais, en avait un certain on nombre. est présent partout, les Mhm. Antillais. Mhm. Alors, c'est sûr qu'il y a un vivier d'Antillais sur Montréal, Mhm. surtout qu'il y a l'université aussi qui s'appelle l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal. Et enfin, il y a plein d'autres Mhm. écoles, il y a l'HEC, il y a plein d'autres écoles du coup sur Montréal. Et oui, bien entendu, on avait des amis qui étaient sur Montréal et on redescendait Mhm. parfois le week-end, ça, 1 heure de route, c'est Donc, pas mal. diplômé, combien, 3 ans après C'est ça, on a fait 3 ans d'études, 3 ans d'études. On avait des cours, alors c'est totalement différent du cursus scolaire français. On a des cours d'été, enfin une session qu'on appelle session d'automne, de septembre à décembre, une session d'hiver du coup de janvier Mhm. à avril, ensuite une session d'été de mai jusqu'à août.
Ouais. Voilà. Donc, pas vraiment de grandes vacances, comme on les appelle. Pas vraiment de grandes vacances. Enfin, c'est assez libre. C'est une université, c'est assez libre. Si chaque personne prend, si tu as envie de prendre 4 cours, cette session-là, tu prends 4 cours. Si tu veux en prendre plus, tu en prends plus. En fait, plus tu vas en prendre, plus tu vas finir, Ouais. plus tôt ton cursus scolaire. Bien entendu, c'est payant. Les études sont payantes au Canada. Chaque session, c'était 4 000 $ canadiens. Donc, tu fais le calcul, sur une année, tu dépenses 12 000 $. Oui, c'est ça. Tu dépenses 12 000 C'est pas donné. $, c'est pas donné. Tu as l'école enfin, les frais de scolarité à payer, tu as le loyer à payer, tout ça. Et moi, je me rappelle, à l'époque, je suis parti, j'ai fait contracter un prêt étudiant pour partir, comme beaucoup. Comme beaucoup. C'est pas une fatalité en soi, c'est pas une honte en soi. Et j'ai contracté un prêt étudiant pour pouvoir payer ces frais de scolarité-là. Et ensuite, par la suite, j'ai travaillé. Tu as fini de le rembourser, le prêt aujourd'hui. Ah oui, tout à fait. C'était sous 5 ans. C'était sous 5 ans, donc je suis revenu en 2024. Donc avant mes 30 ans, oui, c'était... Avant mes 30 ans, c'était remboursé. Donc, sur la photo suivante, c'est la fin de tes études au Canada. 2015, tu décides de rentrer en Martinique. Puis 2015... tu as eu le temps de travailler un petit peu au Canada Oui, ou pas? alors j'ai travaillé, alors j'ai eu le temps d'avoir un emploi salarié dans une boutique de téléphonie et aussi un autre emploi que je faisais en étant étudiant. C'était du porte-à-porte. C'était du porte-à-porte et on Du vendait démarchage, quoi. du démarchage. Et franchement, on vendait des... En fait, on démarchait pendant la session de l'hiver pour ensuite remplir le planning de l'entreprise pour que pendant l'été, elle fasse des travaux de rénovation, voilà, les petits D'accord. travaux d'été. Donc pour rénover des patios, Ouais. enfin, des decks, des Le choses comme démarchage, c'est ça. très formateur. Ah, c'est très formateur. C'est très formateur. Tu sors de ta zone de confort. Il y avait un petit peu de... Plus on montait un petit peu dans le nord de la province, il y avait aussi un petit peu de racisme et tout. Mais c'est très formateur. Ça te découvre énormément de... Un, discours commercial. Deux, pas de peur de l'objection, parce que forcément, tu rentres dans l'intimité de la personne, donc Bien tu sûr. te manges des noms. Et franchement, ouais, c'est très formateur. Très Donc, formateur. 2015, tu décides de rentrer en Martinique. Pourquoi? 2015, la vraie raison, c'est que pour pouvoir être au Canada, il faut payer pour avoir un permis d'études. Donc, pour étudier, il faut payer pour travailler, un permis de travail. Et on avait pour ambition, quand je dis on, c'était moi et ma femme, on avait pour ambition de s'établir au Canada. Alors, moi, quand j'ai terminé mon cursus, ma femme, elle a continué en master à Québec. Donc, elle a déménagé de Trois-Rivières pour monter à Québec, à l'Université de Laval, pour continuer son master. Et moi, la réalité, c'est que donc, elle a renouvelé son permis d'études. Et comme moi, j'avais terminé ma scolarité, il me fallait un autre type de permis pour pouvoir rester en tout cas sur le Canada. Et je m'étais pris tard, donc pour pouvoir le faire, je n'étais pas dans les délais. Donc, pour ne pas être en situation illégale, j'ai dû rentrer en Martinique le temps de faire mes papiers. Mais pour rentrer, je me suis dit, ben, tiens, j'ai appris plein de choses et tout, etc. J'ai bien aimé lancer quelque chose. Et cette photo-là, c'était les prémices de la start-up Ileco. C'était des designs de l'application. C'était à l'aéroport de Montréal-Trudeau. Ça veut dire que quand tu t'embarques dans l'avion, tu as déjà une idée de ce J'ai que tu déjà vas une essayer idée. de J'ai lancer, déjà une quoi. idée en tête. J'ai été diplômé d'ailleurs sous la précédente photo, le diplôme date de 2014. Et depuis 2014, j'avais un petit peu brainstormé dans ma chambre. J'avais 3 projets à entreprendre sur mon retour au pays. Ileco, c'était celui qui était, à mon sens, réalisable parce que les autres projets nécessitaient des ressources différentes. Pour moi, c'était celui-là qui était le plus faisable à l'instant T, avec des ressources limitées, bien entendu. Alors, on va retrouver cette photo qui représente pour toi un petit peu l'entrée dans l'entrepreneuriat. Et là, tu lances Ileco. Alors, raconte-nous ce qu'est Ileco. On va avoir une petite vidéo, mais je vais voir si tu pitches pareil, là. Ah, ok, d'accord. Ileco, c'est une application mobile qui est disponible sur iOS et Google Play qui permet aux utilisateurs de retrouver tous les catalogues de leurs magasins favoris. Et nous, notre ambition, c'est on va aller dire franchement, arrêter la distribution massive de papier qui représente des tonnes et des tonnes de déchets par an. Alors, Donc, il y avait une démarche aussi écologique, RSE. Et moi qui ai fait des études dans le digital, dans le marketing, on était en 2015 aux prémices des marketing digital, en tout cas aux Antilles, pas ailleurs, en tout cas aux Antilles. Et je sais qu'on peut apporter énormément de solutions, de données tangibles
à travers le digital. Donc, Ouais. par exemple, aujourd'hui, Ileco, on a une communauté de plus de 250 000 personnes qui ont téléchargé l'application. On est sur plusieurs territoires. Mais on est capable de dire aux enseignes, mais voilà, ton catalogue, il a été consulté tant de fois, tant de personnes sont revenues consulter telle offre. Bref, avec une panoplie d'indicateurs de performance qui vont venir légitimiser une une traçabilité, permet de mesurer leur retour sur investissement. Alors, Ileco, c'est l'enseigne et la société s'appelle Momentum Media. Pourquoi ce choix? Alors, Momentum Media, c'est la structure juridique, une SARL, et Ileco, c'est une marque. Donc, la marque, elle est déposée auprès de l'INPI. Alors, Momentum Media. Alors, Momentum, j'ai choisi ce mot-là, tout simplement parce que quand on parle de momentum, on parle de quelque chose qui ne s'arrête pas, quelque chose qui, dans le temps, progresse et qui va toujours, entre guillemets, alors, c'est un petit peu une métaphore, mais qui va toujours chercher l'innovation pour perdurer dans le temps. La preuve en est, ça fait 10 ans qu'on est toujours là. Donc du coup, et média tout simplement parce que on était, entre guillemets, on est une régie publicitaire, on met en relation les marques avec notre communauté. Donc c'est pourquoi on a choisi Momentum Media et Ileco, qui est la marque. Et Ileco, c'est la contraction de île, une île, territoire sur lequel nous sommes. Et écologique. Écologique, mais également l'économie qu'on peut réaliser à travers notre application mobile. Et on va voir l'ambiance start-up qui règne à Ileco. Raconte-nous cette photo. Alors, cette photo-là, elle a été prise dans une start-up qui aujourd'hui n'existe plus, mais qui s'appelle Carfuely. Carfuely, c'était une société, c'était de la location de véhicules entre particuliers. Et eux, de mémoire, je crois qu'ils s'étaient lancés en 2012. Et c'était les premières startups, à mon sens, c'était vraiment les premières startups qui existaient sur le territoire, avec un business model, avec des investissements, puisqu'ils avaient fait 2 levées de fonds. Alors, en collant les deux, ça faisait quasiment 1,1 million de levées. Et pour moi, c'était l'exemple type de start-up en Martinique qu'on pouvait faire des choses. Donc là, c'était un rassemblement. Il y avait des échanges en fait entre les différentes start-up en cours de création ou déjà créées. C'est ça. Et cette photo, je pense qu'elle date forcément de 2016 ou 2017. Et voilà, on voit tout un ensemble d'entrepreneurs qui, aujourd'hui, quand je regarde les têtes qui le sont toujours jusqu'à maintenant, et c'était un vivier. Alors ça manque un petit peu de féminité. femmes, quand même. Hein. Je suis totalement d'accord avec toi et je te partage totalement ton avis. Enfin, on sait qu'il y en a un certain nombre qui ont créé entre-temps des startups. Entre-temps, il y a énormément de réseaux de féminins qui se sont créés, mais sur l'instant T, effectivement, ça manquait vraiment de féminité. On va retrouver ton équipe en 2020, ben on est en plein Covid, hein, quasiment. C'est ça, on est en plein Covid, alors on a Wilfried qui est tout à gauche, graphic designer, c'est lui qui a créé du coup le logo Ileco. Moi qui suis reconnaissable. Priska. Là, il y a des dames. Voilà, il y a des dames, tu vois, la diversité. Priska, du coup, qui est mon associé sur Momentum Media, qui m'a accompagné au début sur tout ce qui va être le design et l'UX, l'expérience utilisateur d'Ileco, qui aujourd'hui ne l'est plus, puisqu'elle est professeure de design et d'art dans un lycée au nord de la Martinique. On a Christophe Léonidas, on l'appelle Chris Léonidas, qui lui est business developer. Donc il m'avait accompagné sur le développement de la structure. Alors business développement, tout simplement, ça veut dire commercial. Bien sûr, voilà. bien sûr. Commercial. Et Oriane Bergoz, qui est tout à droite, qui elle était mon alternante pendant 2 ans, donc les 2 années du Covid, 2020 à 2022, qui elle était en bachelor, je crois, en licence e-commerce. Elle était en licence e-commerce. C'est une équipe qui a évolué depuis, je suppose, un peu plus ou un peu moins de monde? Elle a évolué, c'est pourquoi des fois je parle de été, Wilfried est toujours là, mais on a d'autres alternants. On a eu l'occasion d'avoir d'autres alternants entre-temps, et d'autres équipes, d'autres développeurs, alors qui ne sont pas forcément en Martinique, mais du coup qui sont délocalisés, mais en Martinique, on est 3 présents, et 2 ailleurs, pour l'instant. Alors, je parlais d'une vidéo dans laquelle tu pitchais, tu présentais un petit peu le concept Ileco. C'était Be Connected sur le YouTube de la fibre Canal+. On regarde. Bonjour, je m'appelle Alain Abatussi, j'ai 27 ans et je suis le cofondateur de l'application mobile Ileco.
Je suis originaire de la Martinique. Je suis parti en 2012 pour pouvoir poursuivre mes études en marketing à l'Université du Québec à Trois-Rivières, donc au Canada. Et je suis revenu en 2015 pour créer ma start-up. L'intérêt d'avoir recours à Ileco pour dématérialiser ces catalogues papier, c'est que pour les enseignes, nous pouvons leur fournir des données chiffrées qui pourront analyser et mesurer en tout cas l'engagement que les utilisateurs auront à travers leur catalogue digital. L'atout principal, c'est l'instantanéité de l'offre. Aujourd'hui, lorsqu'on publie une offre sur l'application, elle est tout de suite accessible. On n'a pas besoin d'attendre que le catalogue soit distribué sous tout le territoire guadeloupéen ou encore martiniquais. Et l'avantage justement du digital, c'est aussi d'être transportable. Aujourd'hui, un catalogue, quand il arrive en boîte aux lettres, bien souvent il est soit laissé à la maison ou jeté à la poubelle sans même être lu. Mais aujourd'hui, les téléphones portables, on peut avoir accès n'importe où, n'importe quand. Et grâce au système de géo-tracking, on peut cibler les notifications push lorsqu'on passe à proximité d'une enseigne partenaire. Voilà, donc on se rend compte de la rencontre entre un besoin, un impératif écologique, en l'occurrence celui de limiter les déchets. C'est un bon business model. C'est un bon business model, mais qu'il fallait trouver. Il fallait trouver parce que là, aujourd'hui, je parle avec du recul, ça semble facile, mais ça n'a pas du tout été facile. Il y a eu un travail d'évangélisation qui a été fait en 2015 quand je suis rentré. Honnêtement, quand j'ai commencé, quand je suis allé démarcher les entreprises, il y avait un sacré conflit générationnel. J'avais 24 ans, on connaît les dirigeants d'entreprises qui ont déjà, à l'époque, 45, voire la cinquantaine. On va voir la homepage de Facebook de Ileco. Donc, il y avait ce conflit générationnel qui, forcément, sincèrement, il me disait, personne ne va lire un catalogue papier sur mobile, les téléphones étaient trop petits, ça fait 20 ans qu'on fait ça, bon, le papier ne va jamais disparaître. Et 10 ans plus tard, il y a des lois qui interdisent la distribution de prospectus en boîte aux lettres. Donc, il y avait cet aspect aussi précurseur. Visionnaire même, on peut dire. Visionnaire. Et quand je parle d'évangélisation, c'est que vraiment, fallait vraiment prendre les enseignes, leur montrer comment ça pouvait générer du trafic en magasin. Évangéliser, c'est prêcher la bonne parole en quelque sorte. Ouais, mais c'est exactement ce qu'on a fait parce que les 2 premières années, mais forcément, c'était difficile. On n'avait pas énormément de traction commerciale, on n'avait pas énormément d'offres commerciales, de partenaires qui jouaient le jeu. Donc, pas forcément de cash flow. On va parler vraiment business, pas forcément de cash flow. Donc, pendant 2 ans, on ne se paye pas. Donc, voilà. Donc, tout ça fait partie du chemin entrepreneurial. Hein. Et puis, on arrive le Covid et malgré tout, peut-être aussi à cause du Covid, tu lances un autre produit. Tout à fait. Ileco Shop. Alors, tout à fait. Alors, Ileco Shop qui... on a gardé le nom Ileco parce qu'on avait déjà travaillé pendant 5 ans la marque. On a juste rajouté Shop parce que c'était un site marchand. Alors, Ileco Shop a été un pivot. Un pivot en termes de start-up, c'est-à-dire qu'on sort du business model principal pour innover, pour changer, pour trouver un autre business model et une autre action. La réalité, à cause du Covid ou parce que vous y réfléchissez déjà? Totalement à cause du Covid. La réalité, c'est que quand le Covid est arrivé, donc en mars 2020, je me rappelle très bien de la date d'ailleurs, c'était le 16 mars, en mars 2020, les enseignes, elles ont carrément arrêté de distribuer des prospectus de manière digitale. Enfin, il n'y avait pas d'offre commerciale puisque tout le monde était confiné. Donc, en fait, il n'y avait pas d'activité commerciale, en tout cas, il n'y a pas de promotion. Donc, moi, en tant que chef d'entreprise, entrepreneur, je me suis dit, bon, ça fait 1 semaine qu'on est confiné, je me repose un petit peu, ça n'a pas duré. La 2e semaine arrive, je vois que, bon, les nouvelles ne sont pas bonnes, c'est parti pour durer. Bon, en tant qu'entrepreneur, tu sais que tu as des impératifs, tu as des loyers à payer, tu as des charges à payer, tu as des choses à payer. Donc, du coup, comment on peut gagner de l'argent? Et on avait déjà dans notre base client des enseignes avec lesquelles on travaillait, on avait un savoir-faire digital. Donc, je ne sais pas si c'est différents coups de fil. Bon, certains avaient la tête ailleurs, donc ils nous ont dit, bon, ça ne nous intéresse pas, etc. Et puis, il y a qui était le groupe Safo, qui nous a ouvert les portes. Il m'a dit, bon, mais qu'est-ce que tu as besoin? J'ai dit, bon, mais j'ai besoin de travailler avec telle et telle enseigne pour pouvoir lancer un site de livraison à domicile.
au début, on était parti sur le Carrefour Market. Il m'a dit non, écoute, donc on en a fait avec Promo Cash. Et donc, du coup, moi, désolé pour les Ouais, ouais. marques. Non, non, il n'y a pas de On, souci. on a travaillé, du coup, avec un grossiste alimentaire. Et donc, du coup, on était à 3 à monter le site. On a commencé mardi soir. On a passé toutes les nuits blanches. Écoute, c'était le Covid. On allait dormir à 4 h du matin. On commençait à 10 h du matin. En 4 jours, on a monté tout le site, tout le stock, etc. Ouais. Et le vendredi, on a lancé le site. Et voilà, Ça a fonctionné ça a tout de suite. fonctionné tout de suite. On a eu les premiers en vente. Je crois que le premier week-end qu'on a lancé, on avait fait peut-être 1200 ou 1500 Ah oui, quand même. euros. Et le premier mois, on avait fait 27 000 euros de chiffre d'affaires sur un site. Franchement, zéro publicité, on s'y connaissait vraiment pas. On avait un partenaire qui s'appelait Nook Arrivé qui faisait la livraison de courses à domicile. Donc, franchement, on avait tout digitalisé exactement comme à l'écran. Ouais. Donc, quand on avait le stock des produits disponibles en ligne, quand l'utilisateur passait ça, comme on dit, il avait le tracking GPS de son livreur en temps réel, etc. Donc, franchement, je me suis vraiment amusé pendant cette période-là parce que pendant 2 ans, les confinements, on a découvert franchement le e-commerce en Martinique, là où certains te disaient que non, les gens ne vont pas acheter en ligne, mais franchement, on s'est amusé vraiment dessus. Et puis vous avez développé, puisque 2 ans après, on va le voir, vous avez vendu Ileco Shop. C'est ça, on a été racheté par le supermarché McDo de Robert parce que, alors, les différentes raisons, moi, j'ai cherché déjà à céder cette boîte-là parce que j'avais ma petite fille qui arrivait en décembre 2022. Et je sais que je n'allais pas pouvoir gérer plein de choses comme ça. Donc, moi, j'ai cherché déjà à céder cette boîte-là. Et le réseau a fait que j'ai rencontré Monsieur Eloga, Michael Eloga, qui lui est le propriétaire du McDo de Robert, qui lui, justement, était dans une démarche, après le Covid, de pouvoir se lancer dans le e-commerce. Donc, du coup, ça a matché. On s'est mis d'accord sur une valorisation, sur le prix. Et ça s'est fait naturellement. Et on a Transaction accompagné entre 2 jeunes entrepreneurs. 2 jeunes entrepreneurs antillais. Ça s'est fait naturellement. Et pendant 6 mois, on l'a accompagné sur la passation, etc. Et depuis, il vole ses propres ailes et il continue, bien entendu, sur une autre marque, mais du coup, il continue à livrer les clients. Et pendant ce temps, Ileco, version originale, a continué à se Papier, développer. Totalement. 175 entreprises, alors ça, je suppose qu'aujourd'hui le chiffre a augmenté. Voilà, 186. 175 entreprises accompagnées. Et puis on va le voir, 200 000 téléchargements de l'application aux Antilles-Guyane. C'est clairement une réussite. C'est une réussite, oui, parce que du coup, elle répondait à un besoin. Tout simplement, l'entrepreneuriat, je me suis rendu compte que c'est répondre à un besoin donné. Si on répond à un besoin donné, logiquement, la suite, la longévité et le succès arrivent. Et ça répond en fait à un besoin dans les deux sens, parce qu'en fait, le client, en l'occurrence, il arrive à cibler davantage ce qu'il cherche à travers l'application, et lui, l'entreprise, elle, arrive à suivre, moi-même à devancer des besoins de ses clients à travers Tout à fait. cette traçabilité. Tout à fait. Comme tu l'as dit, premièrement, l'utilisateur, en un clic, il a accès à l'information d'une enseigne, de plusieurs enseignes. Il peut préparer sa liste d'achat en amont. Comme je l'ai dit dans le pitch que j'avais fait il y a peut-être plus de 5 ans, on a cette instantanéité. Donc, ça veut dire qu'à travers notre application, les utilisateurs reçoivent des notifications push dès qu'une offre commerciale est disponible. Donc, plus besoin d'attendre d'avoir un prospectus papier dans sa voiture, dans la boîte aux lettres, etc. Tout le monde a un smartphone aujourd'hui. Donc, c'était logique pour moi d'avoir accès à du contenu promotionnel à travers un support mobile. Et à la fois pour les marques, parce qu'à la fois, c'est moins cher que de passer par du papier. Quand on passe par du papier, il faut imprimer le papier, il faut le distribuer également. Gérer les déchets après. Alors, gérer les déchets. Et le retour que j'ai, moi, des enseignes, c'est que quand on passe par le papier, en fait, souvent, le temps que ça arrive dans la boîte aux lettres du consommateur, l'offre commerciale, elle a déjà commencé 2, 3, voire 1 semaine, et le client, il a l'information longtemps après, dépendamment de là où il est situé. Aujourd'hui, avec une communauté, alors en Martinique, il y a 109 000 personnes uniques qui utilisent notre application mobile, que vous êtes au nord, au sud, au centre de la Martinique. Mais quand une notification push est envoyée, c'est plus de 100 000 personnes qui reçoivent une notification. C'est une application qui est évolutive, ça veut dire qu'il y a encore un potentiel de développement important pour Ileco.
Alors, jusqu'à maintenant, franchement, depuis le début de l'année 2025, on a eu 13 nouveaux clients. Donc, il y a 2 jours. Donc, client entreprise. Hein. Ouais, client entreprise, oui. Client entreprise. Notre business model repose essentiellement avec Ouais. les anciens partenaires. Donc, oui, jusqu'à maintenant, on a de nouvelles entreprises qu'on accompagne. Même si je sais qu'il y a un plafond de verre qu'on va commencer à atteindre, puisque le marché n'est pas extensible. Mm. En termes d'utilisateurs aussi, on ne peut pas Ouais, bien dire sûr. qu'on a 700 000 utilisateurs en Martinique, c'est totalement Mm. irréalisable. Donc, je sais qu'à un moment donné, un plafond de verre pardon, qui sera atteint. Mais il y a plein de Et développements on va le voir. possibles. Tu as d'autres idées aussi. Il y a d'autres idées et alors, du coup, on va lancer aussi sur le marché européen, puisqu'il y a une boîte leader en Europe qui Mm. on s'est associé avec Mm. eux pour pouvoir diffuser du contenu aussi sur le marché national et européen. On arrive à la dernière rubrique de l'émission, la rubrique politique. On va parler de tes choix et de tes engagements. Alors, on va commencer par une photo. La station F, incubateur en Europe, explique-nous. Alors, Station F, qui est le plus grand incubateur de start-up en Europe. Qui a été créé par Xavier Niel. Hein. Xavier Niel, exactement, par Xavier Niel. C'est un endroit où, à chaque fois que je vais en déplacement professionnel ou personnel à Paris, c'est un endroit où je vais travailler ou faire mes rendez-vous business. Mhm. Et c'est un C'est endroit... là que ça phosphore. Hein. C'est là en fait, il y a énormément alors déjà, il y a énormément d'entrepreneurs qu'on Mhm. peut rencontrer. Et en fait, il y a également des VC, des business angels. Alors, des VC, c'est Venture Capital. Donc, c'est là qu'il y a il y a de l'argent. On va pas se mentir. Si tu veux lever des fonds, en général, tu vas à Ouais. Paris et c'est là que tu fais du business et tu rencontres et tu lèves tes fonds. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Ileco a tapé dans l'œil de certains investisseurs, mais aussi de certains médias, et non des moindres. Il y a eu cet article dans Forbes. Justement, on te retrouve d'ailleurs à la station F. Forbes France. Donc, Forbes, c'est un groupe de médias américains qui parle notamment des réussites professionnelles, des réussites d'entreprise, des réussites de marque, et aussi des réussites d'hommes et de femmes, comme toi. Et ça, c'est une vraie reconnaissance. C'est une vraie reconnaissance. Il m'avait contacté en 2020. 2020 ou 2022, je ne me rappelle plus trop de la date, mais il m'avait contacté justement parce Ils t'ont que... dit pourquoi ils t'avaient contacté? Oui, alors justement, même moi, je ne pensais pas que c'était... Je pensais que c'était une arnaque qui m'avait contacté, sincèrement. Et du coup, elle me disait, il y a quelqu'un dans la rédaction, du coup, qui s'avérait être un Antillais, je pense, parce qu'il me disait que dans la rédaction, il y a quelqu'un qui leur a parlé d'une start-up qui monte, bon, à l'époque, jusqu'à maintenant, mais une start-up qui monte donc, dans leur rédaction, et du coup... il me disait qu'ils n'avaient pas... Souvent, ils parlent de start-up en France, etc. Elle me l'a avoué, sans me l'avouer, qu'il ne parle pas énormément de start-up qu'il y a aux Antilles-Guyane. Donc, du coup, c'était l'occasion de mettre en avant une start-up locale. Donc, du coup, c'est comme ça qu'ils m'ont approché. Voilà. Donc, ça, c'était de 2022. Et tu as eu aussi une interview sur Forbes Télé, cette fois-ci, assez récemment, je crois que c'était 2024. C'était 2023, je pense. 2023. Voilà. Où là, tu as eu droit effectivement à cette séquence télé où tu as pu exposer un petit peu ton parcours. C'est ça, tout à fait. C'était la suite logique. C'était la suite logique du public reportage en version papier, en tout cas sur le web, de faire de la presse, en tout cas sur la TV. Et au début, on m'a dit, mais pourquoi tu veux faire de la communication sur la France? Et la réalité, c'est que quand j'ai fait ça, j'avais déjà cette ambition. Si demain matin, je veux, alors c'est un terme anglais, scaler mon business sur l'Europe, donc ça veut dire, comment je peux définir le mot scaler? Installer le business, voilà, installer, on va dire. l'étendre, voilà, sur notre territoire, surtout la France. En termes de référencement, je sais que quand j'allais voir un partenaire, quand il tape Ileco ou il tape mon nom, ça allait ressortir sur Google. Donc j'avais préparé un petit peu le terrain et du coup, encore une fois, des opportunités qui ont été saisies. Oui, puis en termes de visibilité, Forbes, c'est extraordinaire. Voilà, c'est Leader's Talk derrière. C'est voilà, le mot veut tout dire, Leader's Talk. Et c'était, ils recevaient essentiellement des entrepreneurs, pas que antillais. Depuis, j'ai des Antillais qui sont passés dessus, mais du coup, pas mal de chefs d'entreprise qui avaient des boîtes assez innovantes. Et puis tu es aussi prophète en ton pays, puisque tu as été reconnu pépite
par le groupe RCI en tant qu'entreprise innovante. C'est ça, ils ont l'année lancé... dernière. Enfin, même Même pas cette année, c'était hein, cette année, ça date de 2 mois, c'était en Mm. avril, en tout cas au moment où on tourne cette émission. C'était un concours de start-up que le groupe RCI a lancé, à la fois sur la Martinique et la Mm. Guadeloupe. Il y avait différentes catégories, alors je ne me rappelle plus des 6 catégories, mais en tout cas la mienne, j'étais dans la catégorie innovation et transformation digitale. Mm. Et du coup, on a dû pitcher devant Mm. un panel de professionnels qui ensuite ont délibéré, pardon. Mm. Et ensuite, à la cérémonie de remise des prix, c'est là qu'on a découvert qu'on était lauréat de ce concours de start-up. Et puis Alana Batussi continue à réfléchir, à observer ce qui se passe, à découvrir et devancer même les nouvelles tendances. On va te retrouver en photo. Là, tu es en train de travailler sur un nouveau business qu'on va découvrir en photo. Ça s'appelle Rise, en vidéo. Si tu es un entrepreneur ou un infopreneur aux Antilles qui souhaite accélérer son acquisition client, aujourd'hui, le podcast est l'un des outils les plus puissants pour ton personal branding. Ça t'aide à créer une vraie connexion avec ton audience, asseoir ton autorité dans ton secteur et bâtir ta communauté. Mais entre l'idée, le matériel, le montage, la diffusion et les visuels, tu ne sais pas vraiment par où commencer. C'est pour cela qu'on a créé le studio de podcast, une offre sur mesure qui va t'aider à produire du contenu prêt à poster. Et voici ce qu'on fait pour toi. On va structurer ton concept, ta ligne édito et tes scripts. On pense avec toi le décor du studio afin qu'il soit unique. On crée des extraits pour tes réseaux et on le diffuse partout. YouTube, Instagram, LinkedIn. En gros, tu viens, tu t'assois au micro de Rise et on transforme ça en visibilité, en client et en notoriété. Tu souhaites en savoir plus? Écris podcast en commentaire ou clique sur le lien dans la bio pour réserver ton appel découverte. Voilà, donc c'est du personal branding. Tu vas nous expliquer ce que c'est. On est complètement dans les codes de la communication d'aujourd'hui. Le tutoiement, l'échange direct, l'interpellation. Tout à fait. Alors, Rise, qui est une agence de personal branding dont je suis le cofondateur. Alors, pourquoi on a créé une agence de personal branding? Alors, les prémices de cela, moi, depuis 2 ans, j'ai fait appel à quelqu'un pour, entre guillemets, gérer mon image de marque sur les réseaux sociaux. Gérer mon image de marque, pourquoi? Pour pouvoir être assimilé en leader d'opinion sur mon secteur d'activité. C'est vrai que sur LinkedIn, je m'adresse essentiellement à des chefs d'entreprise, à des patrons, à des investisseurs également, et des fonds en échange. Ma cible, en tout cas, c'est du B2B. Donc, du coup, moi, depuis 2 ans, j'ai commencé à bosser mon personal branding et j'ai vu que ça m'a apporté Parce énormément. que l'image, alors il y a l'image de marque, Oui. et puis il y a l'image personnelle, mais la version entrepreneur, la version publique. La version publique, c'est-à-dire que demain matin, quand on parle de Alana Batussi, on sait qu'Alana Batussi, c'est un entrepreneur qui a créé telle et telle boîte. Et voilà, c'est-à-dire qu'on va t'identifier sur le secteur dans lequel tu as voulu qu'on t'identifie. Et ça, c'est la carte de visite d'aujourd'hui. C'est la carte de visite d'aujourd'hui, totalement. Et j'ai eu justement les bénéfices de bosser ce personal branding-là, parce qu'il y a énormément d'opportunités qui se sont présentées à moi du fait que je prenne la parole sur les réseaux sociaux. Et ce bénéfice-là, ben, forcément, je côtoie d'autres entrepreneurs dans mon cercle amical et professionnel. Donc, du coup, on a voulu montrer une structure en Martinique pour pouvoir accompagner les personnalités publiques, les politiques et également les entrepreneurs dans leur image de marque sur les réseaux sociaux. Ça a bien démarré? Ça a bien démarré. Alors, on a immatriculé la boîte en octobre 2024. Et oui, pour le moment, on a déjà eu des clients sur lesquels on accompagne. Et le studio de podcast qui sert pourquoi? Pour pouvoir produire du contenu de niche pour les entrepreneurs sur lesquels on accompagne. Et puis on termine avec une photo toute récente. C'était le salon Vivatech. Je crois que tu es un habitué, hein, tu y vas chaque année. Tu y interviens aussi aujourd'hui en tant que conférencier, c'est ça? Non. Alors, Vivatech, c'est un grand salon de l'innovation et de la tech au monde. Il faut savoir que cette année, il y a eu 185 000 personnes qui se sont rendues, plus de 13 000 startups. Pour la petite histoire, l'année dernière, on avait un stand, quand je dis on, c'est Ileco, on avait un stand l'année dernière à Vivatech. Cette année, j'y suis allé principalement pour voir Vivatech sous un autre aspect. En tant qu'exposant, je pouvais pas, j'étais sous mon stand et les gens venaient vers moi. Là, cette année, c'est moi qui allais découvrir les différentes innovations qu'il y a dans le monde. Alors,
actualité oblige, énormément de boîtes proposent des solutions basées sur l'intelligence artificielle. Oui, bien sûr. Mais il n'y a pas que ça, il y avait de la robotique, il y avait des nouveaux véhicules proposés. Mais il y avait énormément de masterclass et de keynotes d'entrepreneurs qui partageaient un petit peu leur parcours, leurs astuces. Donc, il y avait sous différentes thématiques, il y avait des ateliers. Par exemple, Meta qui était là, qui donnait des ateliers. Et Chaque ça, 30 minutes, c'est Facebook, Facebook, Instagram, etc. voilà, qui a été renommé, mais c'est Meta. Et du coup, qui avait chaque 30 minutes, il y avait des ateliers sur, par exemple, comment assurer la viralité de nos contenus, comment... Voilà, il y avait énormément C'est d'ateliers. important pour rester informé et surtout commencer, comme je le disais, à observer les nouvelles tendances et celles qui vont être quelque part porteuses de ressources et de revenus dans les années qui viennent. Totalement. Il faut pouvoir... Alors, surtout dans le numérique, ça évolue tellement rapidement que, franchement, l'IA, en 6 mois, ce que vous avez connu sous l'IA, c'est devenu obsolète. Ouais. Parce qu'il y a énormément de mises à jour, de solutions qui se mettent en place. Et il faut pouvoir suivre ça, sinon on est largué. Et quand tu es chef d'entreprise, il faut pouvoir saisir les bonnes opportunités au bon moment. Et Vivatech, c'est là où tu ressembles, tu rencontres des investisseurs de différents pays, tu réseautes, tu networks, et c'est là que tu peux faire du business aussi à l'international. Et pour la petite histoire, l'année dernière, j'ai rencontré des personnes à Vivatech, avec lesquels, du coup, on travaille aujourd'hui, qui sont basés en France, mais du coup, avec lesquels on travaille sur différents sujets. Donc, en fait, le networking, on n'est pas cantonné sur la Martinique. Et quand tu fais du business, il faut voir international. Merci beaucoup, Alain Batussi. On sait que tu as plein d'idées, ça phosphore beaucoup. Donc, on aura l'occasion de te revoir sans doute sur Zitata. Et puis, bon vent, hein, puisque tu es tout jeune et plein de choses encore à découvrir. C'est quasiment une autoroute qui s'ouvre devant toi, avec quelques embûches parfois, mais bon. Ça fait partie de l'ADN de l'entrepreneur. Merci beaucoup en tout cas. À très bientôt. Merci pour l'invitation. Merci à vous, chers Zitata, de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement sur cette antenne. N'oubliez pas les réseaux sociaux de Zitata, la chaîne YouTube, bien entendu, Facebook, Instagram, et puis je pense qu'on a TikTok aussi et LinkedIn. À bientôt.